Bonjour, monsieur Garbolino. Bonjour. Vous faites partie de la société CDS Géoprospective qui, elle, propose des solutions sur notre problématique. Est-ce que vous pourriez tout d'abord nous expliquer en quelques mots qui vous êtes et quelle est la mission, la vocation de votre société? Je vous remercie beaucoup. Euh, en quelques mots, notre société cherche à aider les décideurs, les parties prenantes, à s'adapter au changement climatique, aux impacts potentiels du changement climatique, aussi bien sur un territoire que par rapport à des activités. On s'intéresse à ce moment-là aussi bien à des acteurs privés que publics. L'idée, c'est déjà d'essayer de les aider à comprendre comment le changement climatique va se manifester sur le territoire, en fonction de différentes problématiques, bien sûr. Ensuite, voir dans quelle mesure les territoires ou les activités peuvent être exposés donc, à des risques qui seront plus ou moins émergents. Et bien sûr, on souhaite les accompagner pour mettre en œuvre une stratégie qui serait basée sur une gestion adaptative dans le but de rendre résiliente à la fois l'activité et aussi le territoire. Alors ici, j'ai représenté sur cette carte un rejet atmosphérique de chlore en fonction de différents seuils, seuils qui sont fournis notamment par l'INERIS. Et là, comme vous voyez sur cette carte, bien, on a un site industriel. On a un accident qui est en train de se produire avec un rejet toxique de chlore au niveau de l'atmosphère. On a un espace boisé qui va être touché, qui peut normalement faire en partie écran par rapport aussi à ce rejet toxique, puisqu'en plus on a affaire à une substance qui est un gaz lourd et qui va avoir tendance à rester au sol. Donc c'est vrai que le fait d'avoir un espace boisé va permettre d'avoir aussi une sorte d'atténuation en matière de conséquences. Et puis de l'autre côté, évidemment, on a une zone résidentielle. Donc si on a ce genre d'événement qui se produit, à un moment donné, il va falloir intervenir. Alors, bien sûr, il va y avoir les secours qui vont intervenir, bien sûr, pour la gestion de la crise. Puis, il y a l'aspect post-crise, qu'il ne faut pas négliger, et qui repose souvent sur la mise en œuvre d'une stratégie de technique pour restaurer les milieux qui ont été perturbés. Alors, par restauration, ça implique plusieurs choses. Ça va être, par exemple, des techniques de réhabilitation de sites pour justement essayer d'enlever les substances toxiques, de les prélever, notamment par le biais de végétaux qu'on va planter, qui sont réputés capables de fixer certains polluants. Alors bon, là, j'ai parlé de chlore, mais ça pourrait être des métaux lourds, ça pourrait être autre chose, évidemment. Et puis, quand on a une destruction, justement, des écosystèmes, en partie, bien sûr, c'est rare qu'on arrive à tout détruire quand même, heureusement. Il va falloir donc à nouveau planter, etc., pour essayer de remettre en place des fonctionnalités écosystémiques qui, dans une certaine mesure, assurent des services, en fait, services qui sont, dans une certaine façon, gratuits pour nous. Alors, j'ai cité ici quelques exemples de services écosystémiques. Par exemple, l'atténuation des écoulements. Vous avez vu, donc, dans la slide précédente, j'avais présenté un espace boisé. On sait très bien que ces espaces-là limitent beaucoup les écoulements et donc les problématiques liées à l'érosion des sols. Ils jouent un rôle aussi atténuateur au niveau des inondations. Ils évitent aussi souvent des glissements superficiels de terrain grâce justement notamment au système racinaire. Il y a aussi un aspect d'atténuation des nuisances sonores. Ça fait un écran par rapport aux vibrations, justement, si on a des activités à proximité. Par rapport à la biodiversité, qui elle aussi, dans une façon plus globale, va maintenir ces écosystèmes et tous les services dont on peut en profiter. Puis il y a un autre aspect qui est quand même un aspect non négligeable, l'aspect paysager, qui est important pour le bien-être des personnes qui vivent aux alentours et qui a un rôle aussi psychologique, donc dans une certaine mesure sur la santé psychologique des personnes.
dans cette perspective de proposer des solutions de restauration, on s'est rendu compte d'une chose, dans les projets justement de restauration d'écosystèmes, bien souvent, on ne prend pas en compte l'effet potentiel du changement climatique sur le projet lui-même. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut s'inscrire dans une certaine temporalité. Lorsque je vais planter par exemple des arbres, pour restaurer un espace qui aurait été donc détruit par exemple par un incendie ou par un rejet de chlore, admettons, il va falloir, donc je vais planter des arbres, donc généralement des plantules qui ont 2, 3, 4, 5 ans maximum, parce qu'en plus ça a un coût évidemment, plus un arbre est étagé, plus ça devient cher de planter. Et puis, bien sûr, l'arbre va devoir croître, et ça prend du temps. Ça va prendre du temps pour structurer à nouveau un bois. Et donc là, il faut se projeter sur plusieurs décennies. Or, si je plante des arbres, des espèces qui, certes, aujourd'hui sont adaptées, mais qui demain seront moins, voire peut-être très peu adaptées par rapport aux effets du changement climatique, à ce moment-là, ma solution ne va pas être aussi efficace qu'elle devrait l'être, voire même quasiment inopérante dans certains cas, puisque je vais augmenter, par exemple, la mortalité sur pied de mes arbres. Donc à ce moment-là, j'aurais finalement dépensé de l'argent, pas grand-chose, puisque bien sûr ça a un coût, toutes ces opérations, et je vais être toujours confronté à un espace dégradé, alors, qui a été d'abord dégradé bien sûr par une crise, par un accident, par exemple, mais qui va avoir du mal à revenir à un état relativement proche dans lequel on se trouvait auparavant, avant là, justement ce phénomène qui s'est produit. Donc, du coup, je vais avoir du mal à avoir un système résilient. L'idée, donc, c'est essayer de favoriser la résilience des solutions fondées sur la nature à mettre en place. Comme je vous l'ai dit, ça peut être soit des solutions fondées sur la nature pour dépolluer des sols, ou simplement restaurer les fonctionnalités écologiques dont on a besoin après un incendie. Pour la gestion du risque inondation, on voit que c'est de plus en plus intéressant et important d'utiliser plutôt des solutions vertes, on va appeler ça comme ça, pour justement réhabiliter certaines zones, voire désartificialiser certains secteurs pour améliorer, par exemple, la pénétration de l'eau dans les sols et ainsi diminuer le ruissellement. Alors, donc, pour en revenir à une solution, l'idée c'est par rapport, là en l'occurrence, à un type d'aléa qui est déjà survenu, puisqu'on parlait d'une situation de crise, eh bien il faut définir évidemment le type de solution qu'on veut développer par rapport à ce qui s'est passé. Donc là, admettons qu'on ait des impacts sur une forêt, on est en zone relativement plane, on constate par exemple une mortalité accrue des arbres du fait donc, de la situation de crise qui est survenue. Eh bien, on va évidemment essayer de développer une stratégie de réhabilitation de ce secteur en replantant des arbres, peut-être pas forcément ceux qui étaient déjà présents, parce que peut-être ils n'ont pas forcément un avenir. Donc, on va essayer d'évaluer l'impact du changement climatique sur le devenir des végétaux, déjà que l'on peut observer aujourd'hui. Et par rapport aux résultats qu'on va voir, si on voit que ce sont des végétaux qui risquent d'être affectés de façon significative par le changement climatique, on va essayer de proposer d'autres végétaux. Bien sûr, des espèces indigènes de notre territoire européen, on va dire, pour éviter l'intrusion de plantes envahissantes. Ça aussi, c'est une problématique importante à prendre en compte. Et une fois que l'on aura défini quels sont les végétaux qui ont un avenir, eh bien on va définir aussi des modes de gestion donc pour avoir une gestion adaptative, comme je l'ai mentionné auparavant, pour justement accompagner ce projet-là, cette solution tout le long, parce que il va y avoir certainement des opérations à faire tout le long de la vie de cette solution.
Alors, oui. Non, moi, tout cela est très, très clair. Je vous laisse continuer. Alors, il y a un aspect aussi très important. Alors là, je parle d'une façon assez générale sur donc, les impacts du changement climatique sur les territoires, sur les végétaux, sur les phénomènes à risque. Donc un point très important, c'est celui de la résolution spatiale, c'est-à-dire la précision qu'on peut avoir sur le terrain de ces informations-là. À partir du moment où on veut apporter des solutions de façon plus locale, il va falloir disposer de données qui ont une résolution beaucoup plus fine. Et nous avons développé pour cela des modèles de descente d'échelle climatique qui permettent justement d'avoir des données très précises en termes de résolution spatiale sur le climat actuel et le climat potentiel futur, jusqu'à donc 5 mètres de résolution spatiale. C'est ce que vous voyez dans la partie à droite de cette image. Là, c'est sur le territoire de l'Ardèche, parce qu'on présente ici parce qu'on a eu l'occasion de travailler sur ce territoire-là. Donc, vous voyez bien qu'on restitue quand même un niveau d'information qui va jusqu'à prendre en compte les effets liés à la topographie et donc au microclimat, pour pouvoir justement apporter des précisions sur le devenir potentiel de solutions fondées sur la nature, sur des parcelles, par exemple, pas seulement au niveau d'un grand bassin versant. Alors, on utilise bien sûr différentes données dont j'ai commencé un petit peu à parler, donc des données qui sont par exemple sur le climat, on s'appelle des données Météo France, des données produites aussi dans le cadre du GIEC, produites aussi bien par Météo France ou l'Institut Pierre-Simon Laplace, deux grands instituts français qui produisent des données sur le climat et son évolution. On va utiliser aussi des données présentes sur le sol, etc., pour caractériser les comportements écologiques des espèces, puisqu'on dispose aussi d'observations d'espèces et de milieux. Alors aujourd'hui, on dispose d'une très grande base de données, où on a à peu près 4 millions d'observations, un peu plus de 4 millions d'observations de plantes en France, et on en a encore un peu plus à l'échelle de l'Europe. Et on va donc croiser ces informations donc, sur l'environnement et sur les répartitions des espèces pour essayer de comprendre quelles sont leurs niches écologiques, donc leurs besoins en termes de climat et en termes de type de sol, etc. Une fois qu'on fait ça, à partir des données, à la fois pour l'actuel, mais aussi pour le futur concernant l'évolution du climat, on va réestimer la possibilité de trouver des végétaux à tel ou tel endroit, donc en fonction de ces paramètres. Et à ce niveau-là, on va donc pouvoir comparer l'estimation pour l'actuel, mais aussi pour le futur. Et cette comparaison nous permet de voir si tel ou tel végétaux ou tel type d'écosystème aura de l'avenir par rapport donc, à une solution fondée sur la nature. Donc là, c'est une espèce arborée, pour laquelle on a essayé de voir quelle était sa probabilité de présence dans une commune donc de Nouvelle-Aquitaine. Donc il s'agit du pin maritime. Ici, ce sont deux scénarios dans lesquels on a comparé par rapport à l'actuel, la différence avec les probabilités de présence dans le futur pour 2050, et selon deux scénarios de changement climatique. Comme vous savez, au niveau des scénarios de changement climatique, il n'y a pas qu'un seul scénario de changement climatique, il y en a 4 aujourd'hui, qui sont principalement utilisés et diffusés. Là, ce sont deux scénarios, donc on en a un qui est, c'est le RCP 4.5, qui est un scénario moyennement optimiste, et puis on a voulu comparer un peu un extrême qui est le RCP 8.5, qui est le scénario plutôt pessimiste, donc avec une vraie aggravation là aussi de l'intensité du changement climatique d'ici 2050. Et ici, dans les deux cas, pour le pin maritime et sur cette zone-là, de cette commune-là, donc on a comparé donc les probabilités pour le futur et les probabilités actuelles, et on voit qu'on a plutôt une augmentation des probabilités pour le futur. Ce qui veut dire que la plante devrait même être relativement favorisée
par le changement climatique sur ce secteur. Bon, c'est une espèce particulière, donc c'est du pin maritime, qui lui-même peut être vecteur quand même de risques, hein, comme des incendies. Donc ça aussi, c'est à prendre, bien sûr, avec les précautions nécessaires, hein, c'est-à-dire faire de plantation de pin, pourquoi pas, mais il faut savoir aussi qu'il y a aussi des difficultés à l'introduire dans certains secteurs, notamment par rapport à cette exposition au risque. Néanmoins, si on veut, si on a besoin d'avoir une essence pour stabiliser par exemple les sols, éviter d'être trop exposé à des risques d'inondation, des choses dans ce genre-là, c'est quand même faisable. Et puis, on peut avoir un phénomène un peu inverse avec d'autres essences, comme par exemple le pin sylvestre, qui est plutôt un pin de zone un peu plus fraîche, hein, souvent de montagne, hein, en France, surtout dans les montagnes, ou dans les collines plutôt septentrionales. Là, au contraire, cette espèce, dans le futur, et dans les deux cas, va plutôt être en difficulté dans ce secteur-là. Donc, c'est une espèce que l'on a tendance à ne pas conseiller en termes de plantation, parce qu'elle aura assez peu d'avenir sur ce secteur. Parce qu'on voit en fait des différences négatives de probabilité, c'est-à-dire qu'on va avoir une baisse de probabilité donc d'occurrence de cette espèce sur la commune en question, qui seront quand même assez importantes, hein, puisqu'on a parfois des baisses autour de 30% par rapport à l'actuel. C'est quand même très très important. Et ce qui est intéressant là encore, c'est qu'on peut faire un zoom pour voir aussi quels vont être les secteurs a priori les moins favorables à l'espèce par rapport à d'autres. Donc ça, c'est intéressant si on observe déjà cette espèce actuellement sur la commune, parce que ça nous permet d'avoir une indication des zones dans lesquelles elle pourrait être plus en difficulté ou pas. Et là, on pourrait mettre en place des actions aussi de gestion de ces milieux-là pour pouvoir justement la favoriser. Voilà, voire la remplacer bien sûr par d'autres essences ou d'autres espèces. Alors j'ai parlé beaucoup d'essences d'arbres, mais on peut évidemment avoir tout à fait le même raisonnement pour des espèces plutôt buissonnantes, voire des espèces herbacées, hein, puisque nous disposons aujourd'hui dans notre base de données de plus de 4000 plantes qui ont été étalonnées par rapport au climat. Donc on peut vraiment travailler sur tout ce matériel, et on peut bien sûr ajouter d'autres matériels. Merci beaucoup pour cette présentation absolument passionnante. Vous êtes la seule société à proposer cela, c'est-à-dire à disposer à la fois de ces bases de données et de ces outils de modélisation et cette capacité de prédiction? Alors, à notre connaissance, par rapport à la précision des éléments que l'on propose, a priori, nous n'avons pas vu de concurrents vraiment, qui travaillent à ce niveau-là, et qui travaillent aussi sur l'ensemble des aspects, j'ai un petit peu parlé, c'est-à-dire aussi l'évaluation de l'évolution de phénomènes à risque, comme les inondations. Alors nous avons travaillé par exemple sur les inondations, sur les problématiques du retrait-gonflement des argiles, sur les incendies de forêt, bien sûr, et voilà, entre autres sur ces questions-là. Donc on n'a pas rencontré aujourd'hui de concurrents dans ce domaine qui apportent des éléments, j'ai envie de dire, aussi précis aussi au niveau du territoire. Votre plus-value, ça serait à la fois vos données et vos modèles prédictifs. Oui, on peut voir comme ça, et je pense aussi, dans une certaine mesure, l'accompagnement que l'on peut faire, parce que ce sont des sujets que nous maîtrisons bien. Le fait qu'il y ait d'autres personnes qui travaillent dans la recherche aussi au sein de CDS permet aussi de bénéficier d'experts, même qui ont une vision vraiment très claire des résultats que l'on propose aussi, hein, des limites aussi de ces résultats, et donc peuvent vraiment accompagner les décideurs. Merci pour cette Donc, présentation. c'est moi qui vous remercie.